Rwanda d'ingérence sur son territoire avec des rebelles tels que le M23 dans le but d'exploiter illégalement ses ressources. Et cette coalition qui prélève des taxes allant jusqu'à 7 $ par kilogramme de coltan ou 4 $ par kilogramme sur l'étain, générant au moins 800 000 $ par mois. Donc comme je le disais, ce rapport est extrêmement accablant par rapport au Rwanda et nous montre à quel point justement cette campagne est une campagne qui n'a rien de noble, qui n'a pas du tout pour vocation de protéger quelconque population congolaise, des populations qui elles sont toutes protégées par l'État congolais, mais que c'est une campagne d'expansion, une campagne d'occupation et une campagne de pillage. Et les premières retombées et les premières victimes sont nos civils congolais et congolaises. Voilà, une forme donc de colonisation au temps moderne. Il rencontrera la détermination des Congolais bien en face. Vous avez vu que chaque fois, même dans les territoires sous occupation, comment les compatriotes montrent leur attitude de refus par rapport à cette tentative malhonnête montée de toutes pièces par le président rwandais. De toute façon, il rencontrera la détermination du président de la République et de tous les Congolais. On va commencer la série des questions, Madame la ministre d'État en général, pour être sûr que nous apportons des éléments de clairage. En tout cas, sur les 160 pages du rapport dont Madame la ministre d'État a parlé, il serait souhaitable que le professionnel des médias s'en saisisse pour que nous puissions voir dans les détails comment procèdent ces pays agresseurs et pilleurs en même temps. On va commencer par M. Eric Izami, puis ce sera Jacques Moulouba. Merci, Excellence, de la parole. Je crois que humblement, je peux user de la réciprocité au nom de mes collègues journalistes pour parler de vœux que vous aviez formulés chacun tout à l'heure. Nous avons ici en face de nous Madame la Mineta qui est sur le front diplomatique, vous-même sur le front communicationnel, et puis mon général sur l'armée. Alors, aujourd'hui, les groupes d'experts des Nations Unies venaient de publier un rapport qui met en relief l'ingérence continue, mais aussi systématique, des affaires intérieures qui concernent la République démocratique du Congo. Alors, qu'en pense Kinshasa et comment renverser cette tendance pour que nous puissions quand même infliger une punition à ces groupes de terroristes rwandais? Alors, je suis heureux de vous entendre évoquer la panoplie des pays qui ont élevé leur voix, notamment aujourd'hui la Grande-Bretagne, pour condamner ce qui est fait chez nous par le terroriste rwandais. Mais pourquoi est-ce que les sanctions n'arrivent-elles pas pour finalement mettre à genoux ces sanguinaires, ces terroristes qui tuent, qui pillent, qui violent impunément? Et puis, je comprends, là je parle en tant que Congolais, non pas pour parler du journaliste que je suis ou que je voudrais être. Monsieur le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, finalement, il nous faut nous tous nous lancer ou nous mettre à l'eau pour batailler dur et défendre notre patrie, la mère patrie qui est aujourd'hui attaquée. S'il vous faut vous adresser aux Congolaises et Congolais qui nous suivent, comment est-ce que nous devrions nous comporter, notamment pour la communication? Parce que je me souviens de la phrase de Colette Brackman, qui est une Belge. Elle dit, je cite, « Le Congo n'a d'amis que le Congo lui-même ». Voilà. Merci pour vos questions. On va commencer par la ministre d'État et puis je pourrai réagir juste après. Merci beaucoup pour la question. En effet, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sanctions? Nous nous posons cette question et nous n'allons pas arrêter de poser cette question. Je veux contextualiser les choses. Encore une fois, il s'agit dans le cadre diplomatique de relations entre États. Ces relations entre États, elles sont régies par le droit international. Nous avons tous adhéré à une série de conventions. Nous sommes tous États membres des Nations Unies. Et donc, notre plaidoyer et notre travail que nous menons et que nous allons toujours continuer à mener, c'est de montrer à quel point il y a une divergence entre le comportement du Rwanda et ses engagements internationaux. Encore une fois, en tant qu'État membre des Nations Unies, le Rwanda n'a pas le droit de violer notre intégrité territoriale. En tant qu'État membre des Nations Unies, en tant que signataire des conventions de Genève, il n'a pas le droit de bombarder des écoles, des camps de déplacés. Et nous n'allons pas arrêter de le rappeler. Mais le droit aussi doit être imposé et observé par les pays partenaires. C'est pour cela que nous menons un plaidoyer
d'arrache-pied envers tous les partenaires et en particulier les membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité pour montrer justement les violations du Rwanda par rapport à ce droit international. Et la deuxième question en fait qui se pose, c'est pourquoi est-ce que les autres pays membres des Nations Unies n'agissent pas? Ce qui est important, c'est que nous prenons tous ces pays-là pour témoins et nous n'allons pas arrêter de leur rappeler aussi qu'eux sont en train de manquer à leurs obligations devant le droit international. C'est le plaidoyer que nous menons, ce sont les démarches que nous menons. Spécifiquement pour la question du rapport du groupe d'experts, nous allons aussi adresser des recommandations spécifiques au comité de sanctions des Nations Unies. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de sanctions individuelles. Nous allons dresser une liste d'individus qui, selon nous, doivent être sanctionnés, et le régime des sanctions des Nations Unies le permet, mais nous allons aussi recommander des mesures, justement, pour punir le Rwanda dans le cadre de ce qui est déjà fait et ce qui existe dans le cadre des activités du comité de sanctions et du Conseil de sécurité. Donc, certes,